Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Bonjour Stéphane Linou, je vous reçois parce qu'on s'est croisés hier sur le salon d'agriculture et au débeauté, j'ai décidé de vous recevoir parce que vous proposez un thème, vous avez écrit un livre qui s'appelle Résilience alimentaire et sécurité nationale. Est-ce qu'il y a un lien entre la résilience alimentaire et la sécurité nationale? Déjà, expliquez-nous quel est ce lien. Merci pour m'avoir invité pour évoquer le plus vieux sujet du monde, qui est tout simplement le lien entre alimentation et sécurité, que l'on a oublié depuis que nous avons le ventre plein depuis à peu près une soixantaine d'années. On ne pensait qu'à ça, et on pense que se nourrir est une affaire réglée, que ça viendra toujours de quelque part, que au pire, Papa État a un plan concernant ce sujet, si c'est un sujet, et en fait, de tout ça, il n'y a rien. Donc, dans mon ouvrage, dans mon livre enquête, Résilience alimentaire et sécurité nationale, j'ai pris la température, c'était avant le Covid, dans le monde de la sécurité. Est-ce qu'on pense à la production alimentaire dans le monde de la sécurité et les risques? Est-ce qu'on pense aux risques et à la sécurité dans le monde de la production alimentaire? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Voilà, donc c'était mon scénario, c'était, imaginons qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'était en 2008. Lorsque j'avais lancé le mouvement locavore, j'avais fait le pari de me nourrir que dans un rayon de 150 km pendant un an pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Sociologique, économique et quasiment politique, le locavorisme. Surtout, exactement, surtout politique, parce qu'on ne sait pas encore assez que 98% de ce qui remplit nos assiettes arrive par les camions venant d'autres régions et d'autres nations. Et dans le même temps, 97% de ce que nous produisons dans nos territoires arrive également par les camions et souvent pas les mêmes, venant d'autres régions et dans d'autres nations. Donc tout ça, ça tient lorsque ces perfusions alimentaires, lorsque ces flux tiennent. Mais si par exemple il y a une guerre hybride, une cyberattaque sur la chaîne logistique, on se tape dessus tout simplement parce que les supermarchés n'ont que même pas 2 jours de stock sans panique. On ne produit quasiment plus notre nourriture à titre individuel, on ne la cuisine plus, on ne stocke plus. Il n'y a pas de filet de sécurité alimentaire dans nos territoires. Il n'y a pas de stock dans les collectivités locales et pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Et dans le même temps, on est devenu intolérant à la frustration. Et on a oublié le truc de base qui nous a fait survivre pendant des millénaires, le biais, comme on dit en occitan. Le bon sens. Bon sens de transformer les ressources en quelque chose d'utile. Donc vous mettez ce combo-là, une cyberattaque qui bloque les supermarchés, les chaînes d'infos en continu ou pas qui disent que ça peut peut-être durer 10 jours et vous avez des paniques. Donc pour moi, c'est une question de sécurité intérieure, d'ordre public, mais également de sécurité nationale. Donc la première norme alimentaire dont il faut s'assurer, c'est pas le nutritionnel, est-ce qu'il y a telle toxine ou autre, ou est-ce que c'est un problème, Vous, c'est l'approvisionnement. On peut aujourd'hui se trouver en carence alimentaire parce qu'il y aura eu une configuration politique ou géopolitique qui ferait qu'on n'aura pas de quoi nourrir. Dans les grandes surfaces, on ne trouverait pas de matières premières. Mais tout à fait. Tout à fait, il suffit, et là on l'a vu. Pourtant on a des paysans qui sont là. Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que on peut crever de faim avec des paysans pas loin, tout simplement parce que le monde de la production, le monde de la distribution, de la transformation ne sont pas forcément connectés et dépendent des flux et des transports qui sont là aussi extrêmement vulnérables. Alors là vous ouvrez une porte absolument effarante, à savoir qu'en dans la propre France, avec l'agriculture dont on connaît la performance, malgré les souffrances, malgré les carences, malgré les difficultés, on reste quand même un garde-manger gigantesque avec une population qui est très attachée à la conscience qu'on mange français, même s'il y a beaucoup d'importations. Cette année, c'est la première fois qu'on a importé plus que. Et vous dites, malgré tout, il y a un système, il y a une codification qui fait qu'on pourrait se trouver en pénurie. Alors je vous donne un exemple très concret et très récent. J'en ai besoin. Je forme les élus un peu partout en France sur le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Une fois démontré que c'est une question de sécurité intérieure et de sécurité nationale, je propose de passer par des outils de sécurité civile qui existent déjà, les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde, qui ne restent qu'à enrichir avec ce risque-là. Et avec le Pays de Béarn, le projet alimentaire du Pays de Béarn en décembre, ils m'ont demandé, ça serait bien de faire ça, votre défi locavore et bas carbone. J'impose un compas géant dans l'assiette et dans le territoire. Donc moins de 51 km autour de l'assiette, bien présenté, 3 plats minimum et également bas carbone, mais correctement payé à nos producteurs, donc réaliser un repas de fête local chic et pas cher et bas carbone. On fait avec ce qu'on a et on voit où c'est que les maillons pètent. Et là, on a fait relever mon défi à 12 structures différentes. Et pour une fois, il y a une crèche. Des cantines scolaires, collèges, restauration d'entreprise. Pour entre 3 000 et 4 000 repas. Et rien qu'avec un repas, vous savez quoi ?
On a asséché le territoire en légumes, en crème et en beurre, rien qu'avec un repas. Carrément. Carrément. Donc c'est extrêmement parlant. Et justement par rapport aux appels d'offres. C'est dû à quoi ? C'est dû à cette défaillance est due à quoi ? Alors entre autres à une trop grande spécialisation des territoires, oui. Et au fait que on a cru que ça viendrait toujours de quelque part, on va au moins cher, et notamment la question aussi des appels d'offres. Et sur les 12 structures qui ont relevé mon défi, toutes ont dû s'affranchir de la commande publique actuelle. Donc sinon ils n'auraient pas pu nourrir. Donc ils ont dit on va le faire en direct, sinon on ne peut pas répondre aux appels d'offres. Ça veut dire que cette question des appels d'offres qui interdit d'écrire la provenance des produits pour les cantines, eh bien en fait c'est anti-sécurité collective. Qui fixe ces normes ? Pour l'instant, la directive européenne sur les marchés interdit d'écrire la provenance des aliments. Ah, pas de traçabilité sur les produits transformés. Ça, on s'est battu depuis des années en France, depuis les lasagnes au cheval roumain, et puis on n'arrive pas à avoir gain de cause. Pas de traçabilité. D'ailleurs, la Cour européenne de justice et le Conseil d'État a dû appliquer. Pas de traçabilité dans les produits industriels. On n'a pas à savoir d'où ça vient. Voilà, bon, ça c'est déjà pas bien, on est d'accord. Mais là, il y a un verrou vraiment à faire sauter. Et là, il y a par exemple l'Association des maires de France qui met un peu la pression pour que cette directive européenne soit assouplie et permette, par exemple, aux collectivités locales d'avoir la liberté totale de mettre 50% en approvisionnement local sans se faire taper sur les doigts. Donc ça permettrait de donner de la visibilité à nos agriculteurs qui produisent, mais certains qui ne vendent pas. Mais Stéphanie, vous avez déjà des collectivités territoriales, que ce soit les régions pour les lycées ou les départements pour les collèges, qui essaient d'avoir une gestion locale, territoriale. Moi-même, c'est un combat que j'ai accompagné très souvent, faire en sorte que les enfants dans les cantines, les personnes âgées dans les EHPAD ou les malades dans les hôpitaux essaient de manger du local. Le plus important, c'est quand même les cantines scolaires, c'est plus accessible. Et vous avez beaucoup d'organismes de restauration collective qui sont en train de mettre en place un programme, donc avec les chambres d'agriculture, avec je recevrai des responsables de l'agriculture pour nous expliquer comment la sécurité agricole peut être mise en place. Aujourd'hui, tout ça est bien pensé, tout ça est bien organisé. Ça commence à être pensé, mais il y a des verrous à faire sauter. Il serait temps. Parce que c'est une question de sécurité collective. C'est ça. Et ce qui n'est pas encore assez compris, c'est que on risque vraiment de se taper dessus. Et tant qu'on ne favorise pas le local pour des raisons de sécurité, en fait, la question de la biodiversité, de la santé ou du revenu de nos agriculteurs, c'est pas ça qui fait bouger les foules. Qui se taperait dessus ? Comment ? Qui se taperait dessus ? Eh ben nous. Mais la population. Vous avec qui ? La population qui n'a pas de stock à la maison. Un petit début de guerre civile pour les raisons. Comme au Moyen-Âge avec les famines. Mais c'était la responsabilité politique des élus, des ancêtres des maires, la sécurité alimentaire. Oui. Et on l'a vu, je ne veux pas être alarmiste pour rien, mais il y a quand même eu des signaux faibles les premiers jours du Covid, où il y avait une incertitude sur le maintien des transports, et c'est là qu'il y a eu des échauffourées, des bagarres et des tensions dans les supermarchés. Et à partir du moment où il a été décidé que les transports seraient maintenus, c'est là que ça s'est calmé. Donc ça prouve bien que c'est le plus ancien couple de risques quand même qui existait dans les villes, approvisionnement alimentaire et ordre public. Cette défaillance rapporte quand même de l'argent à certains ou non ? Ça favorise un certain système de consommation ou... Alors, il y en a qui trouvent leur compte. Oui, bien sûr, il y en a qui trouvent leur compte, oui. Mais ou plutôt qui redoutent, si on mettait en place ce que vous dites, il y a des gens qui seraient lésés. Il y a des lobbies qui seraient lésés, peut-être des chaînes de production, peut-être l'agro-industrie, peut-être que la grande distribution. Peut-être l'agro-industrie, oui, mais collectivement on y gagnerait davantage parce que le coût de l'inaction, il y aurait que des perdants. C'est clair. Non, mais ça c'est clair. C'est ça. C'est ça le truc, donc à mon avis, il faut vraiment repenser. Que les circonstances se présentent, on est bien d'accord. Mais vaut mieux anticiper. Le coût de l'inaction, ça serait terrible, et mieux vaut mettre en place des mesures barrières alimentaires territorialisées pour limiter ou éviter la saturation justement de nos infrastructures de sécurité collective. C'est ça le truc. Et en même temps, on coche les cases de l'économie, du revenu des agriculteurs,
du revenu pour les territoires, du revenu dans les ménages également, mais également des questions de préservation de ressources avec l'écologie, avec l'eau, avec la santé, notre évidemment sécurité collective et le climat. En fait, ça touche toutes les cases, c'est extrêmement œcuménique, il n'y a pas de ventre de droite. Il n'y a pas de ventre de gauche. D'accord. Qui détient le levier administratif et politique pour décider de bien prévoir l'avenir dans ce sens? Alors, c'est gouvernemental, c'est préfectoral, c'est... Gouverner, c'est prévoir. Oui. Et étant donné que pour l'instant, c'est pas prévu, et c'est ce que j'avais démontré dans mon livre enquête avant le Covid, qui protège, c'est le préfet et le maire. En cas de problème systémique, le préfet, nos infrastructures de sécurité sont débordées. Donc, mécaniquement, vers qui ça se retourne? L'élu à portée d'engueulade qui protège la population, c'est dans les textes, c'est le maire. Donc, c'est en faisant partir le coût d'une commune, on contamine, on élargit à l'intercommunalité cette question-là, et c'est là qu'il y a les projets alimentaires territoriaux qui nécessitent des financements, les PAT exactement, qui nécessitent des financements pour fonctionner. Et pour moi, alimenter financièrement les projets alimentaires territoriaux pour arriver à du concret, c'est fabriquer de la sécurité collective. Donc quand on parle de souveraineté alimentaire au niveau national, tout en décapitant les projets alimentaires et territoriaux et l'agence bio, c'est agir contre notre sécurité nationale. Les responsables politiques ont été interpellés ou non? Ceux qui sont compétents, ceux qui sont concernés? Petit à petit. Vous avez des parlementaires qui doivent interpeller le gouvernement, je pense, sur cette question-là. Alors, une sénatrice, en 2019, de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, avait porté mes travaux au Sénat. Bien sûr. Elle avait d'ailleurs déposé son projet de résolution basé sur mes travaux d'ailleurs, résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale. C'était fin décembre 2019. Et il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution soit adopté. Eh ben, bon. Stéphane Linou, merci. Je recevrai le complément de votre information, c'est la sécurité agricole. On en parlera très vite parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis vous nous tenez au courant sur l'évolution de ce projet. Et puis n'hésitez pas à revenir si des informations nouvelles. En tout cas, vous soulevez un thème qui est important pour la sécurité nationale. Merci de vous y intéresser. Merci. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Désolé, mais ça...